très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau numéro de Parcours Inspirant. Parcours Inspirant, votre émission qui braque les feux de projecteurs sur ces hommes et femmes au parcours très glorieux, atypique et extraordinaire. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bien entendu, l'objectif de cette émission, c'est bien sûr d'orienter et d'impacter surtout la jeune génération. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous, c'est parti. Alors, je continue de vous présenter le plateau. Aujourd'hui, il sera constitué de Nelly Michael. Bonjour. Bonjour Harry, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Je vais très bien. Vous allez très bien. Beaucoup de soleil dans votre vie? Oui, comme vous pouvez le voir. Vous rayonnez. Tout à fait. Vous avez oublié ça. Je rayonne tout à fait. Alors, donc, on sera ensemble sur ce plateau pour ce nouveau numéro de Parcours Inspirant. Alors, comme je le disais, cette émission est cousue en trois parties. Il y a la première partie, démarrage de faits de société, on en discute sur ce plateau. Après, juste après, nous avons la biographie, c'est-à-dire on parle de la découverte de l'invité du jour. Et ça, c'est avec les sons de Nelly Michael. Et juste après ça, on a l'entretien maintenant avec l'invité. On y va rapidement sans transition. Alors, du 12 au 14 juin 2023, c'était le brevet d'études du premier cycle au Bénin sur toutes les langues du territoire. Les candidats ont subi ces épreuves-là, mais fait marquant. Très exceptionnel, ce que je peux même appeler insolite. C'était à Calavi, on a appris que pendant la composition, en pleine composition des SDT, une candidate a d'abord obtenu un autre diplôme avant le buzzer, en donnant le diplôme buzzer. Alors on a appris, le journal nous a informé, et nous, on en parle tout de suite sur ce plateau avec Nelly Michael. Vos impressions à chaud d'abord. Harry, je pense que personnellement, c'est un peu une leçon de vie pour moi, ce fait-là. Pourquoi c'est une leçon de vie? Parce que cette jeune fille-là, c'est vrai qu'elle a fait une erreur, et tomber enceinte en plein milieu de l'année scolaire, c'est pas très. C'est pas bien, tout simplement. Les grossesses en milieu scolaire ne sont pas des choses à encourager, c'est vrai. Mais la chose c'est arrivé, donc on n'y peut rien. Elle est tombée enceinte, elle a gardé la grossesse, et pendant les compositions, il s'est avéré que c'est là que le bébé a décidé de sortir. Quel bébé en plus, hein? Le bébé de la jeune dame. Un bébé têtu, hein? Le bébé de la jeune fille. Et elle a accouché, mais elle a souhaité quand même revenir, continuer. Oui, c'est ce qui m'a beaucoup touché. Moi, je suis vraiment très, très admirative. Parce que aujourd'hui, quand vous êtes élève et que vous tombez enceinte, il y a beaucoup de jugements, beaucoup de regards, beaucoup de personnes qui critiquent en fait ce que vous faites, qui vous êtes. Même quand vous ne faites rien, on vous critique. Donc, imaginez une personne qui est enceinte, qui est élève, qui entre dans la salle de composition, tous les regards, tout le monde la regarde, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est tombée enceinte, tout le monde la juge. Elle a pu braver tout ça. Oui, mais même déjà pendant les cours dans son collège, je suis sûre qu'il y a tous ces jugements-là. Mais cette jeune fille-là a quand même continué. Elle est venue jusqu'aux compositions et elle n'a pas voulu les lâcher. Elle a accouché, mais elle s'est dit, je vais quand même revenir continuer parce que c'est 9 mois de travail. Elle ne va pas recommencer l'année prochaine. 9 mois de travail, c'est pas rien. Donc, pour moi, c'est vraiment une leçon de vie. Même quand vous tombez dans la vie, même quand vous faites des erreurs, ne restez pas sur place, continuez, persévérez. Avoir conçu c'est d'une vie, hein. Vous parlez d'erreur? C'est une erreur. Je ne dis pas que la grossesse en elle-même, le bébé est une erreur, non, pas du tout. Ça, je n'ai aucune légitimité. Mais en fait, c'est une fille qui va à l'école et qui techniquement n'est pas censée tomber enceinte sur les bancs. En même temps, on n'est pas Dieu, on ne sait pas ce qui est bien pour qui ou pourquoi, on ne sait pas. Mais ce n'est pas quelque chose qui est normalement censé arriver. Et voilà, c'est arrivé. Et malgré les jugements, malgré les critiques, pour moi, que ça, les gens sont abandonnés les cours. Hein.
arrive pour moins que ça. Les gens se sont dit, je ne continue plus, c'est pas grave, je reste chez Même, moi à la maison. même simplement avec une grossesse, déjà, ne pouvez plus. Oui, les gens se disent, vraiment, je ne sais pas quoi dire, quand les gens vont me regarder, comment est-ce que je vais vivre, tout ça, les gens laissent et restent là. Nelly, vous permettez, je ne vous arrête pas, mais justement, il faut quand même éclairer l'antenne. Si elle a pu tomber enceinte, comme vous le dites, même si je n'aime pas l'expression, et il faut quand même remarquer que c'est un choix là. C'est un choix. C'est un choix de vie, à part de moi, c'est un choix de vie, on assume son choix. Oui, mais justement, elle a assumé son choix. Même si pour moi, dire que c'est un choix, c'est encore, c'est relatif. Hein. Je n'estime pas qu'elle a fait le choix de tomber enceinte sur les bancs. Enfin, je ne pense pas. Mais c'est possible que ce soit un choix personnel. Mais ce que j'admire dans l'acte, c'est qu'elle a assumé et qu'elle se soit dit, ben, c'est pas grave, je vais continuer. De toute façon, je suis venue jusque-là et je ne vais pas laisser tomber maintenant. C'est cette persévérance-là qui, pour moi, m'impressionne beaucoup. Et je pense qu'on devrait apprendre de ça. Pas pour dire, allez tomber enceinte et persévérer, hein, pas du tout, mais pour dire tout simplement, persévérons dans tout ce qu'on fait dans la vie, tout simplement. Mais simplement de saluer quand même le gouvernement qui fait assez d'efforts pour maintenir les filles à l'école. Donc ça pose ce problème là également parce que le gouvernement qui fait tout pour les maintenir à l'école, elles font tout pour partir à la maison. Vous voyez. Donc, non, mais vous parlez des filles, mais la responsabilité est partagée quand même. Voilà, quand une femme tombe enceinte, ce n'est pas venu de nulle part, c'est l'homme. Je vous connais très féministe. Non, je ne suis pas féministe, je suis juste humaine. Et de façon normale, il y a des choses qu'il faut dire. Elle est tombée enceinte, mais le monsieur, il était peut-être en salle de proposition tout peinard. Personne ne sait s'il a enceinté une fille ou pas. Il n'avait aucune pression et tout. Et puis voilà. Donc c'est une responsabilité partagée. Et elle a eu le courage et la bravoure d'assumer et d'aller jusqu'au bout. Cela laisse en savoir également la part de responsabilité, la grande part de responsabilité des parents. Parce qu'on constate de plus en plus aujourd'hui que les parents abandonnent leur rôle. Il suffit de déposer l'enfant à l'école, on pense que les professeurs vont trouver la magie, la formule qu'il faut pour les éduquer. Alors que la grande partie, c'est à la maison avec les parents. Et on a bouclé cette manche de cette émission. Et on reçoit un autre gros bonnet aujourd'hui. Parcours Inspirant, c'est devenu que des gros bonnets. Hein? Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on reçoit un monsieur qui est des néo-canadiens, qui a plusieurs casquettes. On le discute avec le Canada, c'est ça? Oui, exactement. Hein? Puisqu'il s'est plus ou moins établi là-bas. Donc, il a la nationalité canadienne, il est néo-canadien. Il est déjà membre de l'Ordre des experts comptables du Canada, CPA Canada. Il est également gestionnaire, enseignant au supérieur au Canada. Il est également écrivain, spécialiste des questions d'éducation. Mais il est né ici au Bénin, dans la commune de Bamité. Tout à fait, il est issu d'une famille nombreuse, mais aujourd'hui, il a 4 sœurs qui sont encore de ce monde. Enfant, il était assez turbulent, d'après ce qu'il m'a confié. Il était très agité, pardon. Bon, on a le temps de constater ça tout à l'heure. Non, maintenant il s'est assagi. Ah, d'accord. Mais il m'a dit, puisque j'ai eu le plaisir de discuter avec lui, qu'il était enfant et qu'on écrivait les noms de papa à l'école. On écrivait toujours son nom. Voilà, exactement. On écrivait toujours son nom. Vous savez ce qu'on dit, non? Et turbulent, dans tous les jours, peut-être. Voilà, exactement. Donc, je rappelle qu'il s'appelle Yao Amos Sani. Et donc, je disais qu'enfant, il était assez turbulent et qu'il avait aussi un peu des troubles du langage, puisqu'il dit qu'il parlait très, très rapidement quand il était enfant. Donc, c'est peut-être un peu dû à l'agitation, hein, qu'est-ce qu'on sait. Avec le temps, aujourd'hui, il s'est beaucoup assagi. Avec le temps et l'exercice, surtout, il s'est beaucoup assagi. Quand il parle devant du monde, aujourd'hui, il prend le temps d'y aller calmement pour se faire comprendre tout simplement. Il fait partie de la première promotion de ceux qui ont passé le CIFEB. Je ne sais pas si vous connaissez Arim, c'est l'équivalent du CEP à l'époque, le certificat d'études. On est à quelle année là? On est dans les 1900. Oui,
oui, si je me trompe, on est dans les 1900. Après ce premier diplôme en poche, il est allé à Dante pour démarrer son secondaire. Une fois à Dante, il fait de la sixième en troisième. Puis il. Sixième, ça doit être en 1981, parce Voilà. que l'équivalent du CEP dont vous avez parlé, c'était en 1980. Oui. Voilà. Donc, après le premier cycle, bien sûr, il va à Saint-Malo pour continuer ses études secondaires où il obtient son baccalauréat en série D en 1990. Après cela, il s'est inscrit en géographie et aménagement du territoire. D'abord, il a fait une inscription en sciences éco, où ça n'a pas marché, ça n'a pas porté ses fruits. Donc, finalement, il s'est inscrit en géographie et aménagement du territoire, où il a obtenu son diplôme 4 ans après, puisque dans le temps, la licence, c'était 4 ans et pas 3 ans. Ensuite, il fait une école normale et devient enseignant en histoire et géographie et il obtient son diplôme en 1999. Puis, par la suite, il bénéficie d'une bourse pour la Belgique. Une fois là-bas, il a l'opportunité de faire de la comptabilité et il a saisi cette opportunité-là, ce qui fait de lui aujourd'hui un expert comptable. Aujourd'hui, il est marié et père de 3 enfants et c'est avec lui qu'on aura le plaisir de discuter aujourd'hui sur parcours SIA. Alors, merci beaucoup pour ce travail que vous faites ici sur ce plateau. Mais ce qui m'impressionne déjà avant l'arrivée de l'invité, bien sûr, c'est à base, on a parlé de Bac D. Oui, dans la série. Avec Bac D, et après, maintenant, à l'université, on parle de sciences éco, on parle de géographie. Et il est écrivain, il va nous en parler. J'en verrai. Et maintenant, on parle de comptabilité. Voilà. Donc, on va découvrir tout à l'heure, après ce rideau, on va découvrir l'invité du jour. Ibis TV, créé pour inspirer. Retour en plateau, ici, nous sommes avec l'invité déjà. Oui, tout à fait, Arim. Monsieur Sali nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour à vous, Monsieur Sali. Bonjour, mademoiselle, bonjour, monsieur, et bonjour tout le plateau. Merci d'avoir répondu présent à notre appel de ce matin. Je veux rappeler que M. Sani a suivi aussi une formation en gestion de transport, en plus de toutes les casquettes qu'il a aujourd'hui. Il est écrivain, je le disais tout à l'heure, et comme vous pouvez le voir sur notre plateau, il a déjà 5 livres à son actif, mais ici, il n'y en a que 4. Et je pense que le 6e est en cours d'édition. Donc voilà, c'est un écrivain bien connu dans sa sphère. Il aborde des questions d'éducation, d'avenir, d'innovation et d'informatique aussi essentiellement. La première question tout de suite, ce sera, quand on voit votre parcours, on se rend compte que juste après juste après être entré à l'école normale, après l'obtention de votre diplôme en 1999, vous avez décidé de partir en Occident grâce à une bourse pour la Belgique. Pourquoi cela? Est-ce que c'est parce que, comme les jeunes le disent aujourd'hui, ici au Bénin, il n'y a pas vraiment d'opportunités, il n'y a pas vraiment d'emploi? Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez décidé de partir ou est-ce que c'est pour d'autres raisons personnelles? Oh non, merci beaucoup pour la question. Je vais vous raconter rapidement comment ça s'est passé. J'avais fini, parce que j'ai commencé par enseigner à Notre-Dame des Apôtres en 1997. Et un jour, j'étais allé donner, j'étais du renouveau charismatique catholique, je faisais partie des formateurs. Je suis allé donner une formation à l'université. Et ça a fait qu'un des enseignants, elle a fait ça, il dit, mon frère, tu es jeune, tu es intelligent, tu es beau, tu veux pas aller faire le 3e cycle? À l'époque, on parle du 3e cycle. Il dit, oui, voilà Dieu. Et c'est là qu'il m'a donné, il a fait de la géographie, pour que moi j'ai fini l'université. Il m'a dit qu'il n'y a pas de travail à l'époque. J'ai eu mon travail, j'ai eu ma bourse de frais de mémoire de 1797 et j'ai mon premier salaire de 1797. Donc, je réponds déjà à votre question pour dire non, je dois partir parce que je n'avais pas quelque chose. J'ai commencé en 1997, j'ai vu des gens Notre-Dame qui étaient enseignants, je les ai laissés, ils sont restés enseignants.
ils ont construit des maisons, ils ont acheté des voitures, ils ont envoyé des enfants en Occident. Comment est-ce que moi qui étais plus jeune que, je vais dire que je souffrais, donc moi j'avais l'envie. Je ne suis pas parti parce que j'en avais marre d'ailleurs, j'avais ramené tous mes effets. Je devais rentrer, mais c'est une de si tu vas rentrer et dans 15 ans tu vas faire partie de tes enfants. Alors je suis resté pour pas sacrifier. Donc c'est pas parce que j'en avais marre et on me connaît, vous prenez tous les éléments des vidéos, vous n'entendez nulle part où je critique le Bénin à l'étranger. Non. Non, parce que je suis parti parce que il y a quand même ce patriotisme-là que oui. vous avez conservé. Mais moi, j'ai saisi une opportunité pour que je m'en vais. Et pour aussi, par rapport, je suis de la première promotion en 1980 de ceux qui ont eu le CFM au CME. Ok. C'était au CME, donc c'était au CME à l'époque, donc c'est la première promotion en 80, donc c'est là où j'ai eu. C'est ça, donc merci beaucoup pour les précisions. Donc oui, j'aime le Bénin, je suis gâté, je suis parti, pas parce que je souffre, et si je revenais au Bénin aujourd'hui, c'est pas parce que je souffre en Occident. Oui, vous avez le Bénin et c'est vrai parce que, à plus d'un titre, je lis ici l'un des titres de votre ouvrage, Bénin investit dans l'avenir. Comme vous l'avez dit, ça ne coupe pas les rues, des Béninois qui vivent à l'étranger, qui quand même font l'éloge du pays du départ. Ça ne coupe quand même pas les rues et nous avons cet ouvrage-là qu'il faut, il faut l'avoir. On peut l'avoir ici. Oui, il y en a à Notre-Dame des Apôtres, et à l'arrivée de Notre-Dame, il y en a aussi à la librairie Afrique, quelque chose, j'ai oublié le nom. J'en ai aussi des exemplaires et mon frère aussi en a. D'accord. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on remarque que quand même vous avez des casquettes qui divergent un petit peu, si je peux le dire comme ça. Vous êtes déjà comptable, vous êtes écrivain, et puis il y a pas mal de choses. Vous avez aussi une vie associative très épanouie, d'après ce que vous m'avez dit. Comment vous arrivez? D'abord, comment est-ce que tout cela a démarré? Pourquoi comptabilité, écriture, gestion des transports? Pourquoi embrasser toutes ces carrières-là en même temps? Je crois que l'histoire que vous avez racontée au départ résume ma vie ou ma vision de la jeune dame qui a couché en salle de classe. L'année scolaire, c'est 9 mois. Oui. La grossesse, c'est 9 mois. C'est avant de commencer, peut-être pendant les vacances qu'elle a. Elle a 20 ans. C'est ça, c'est une dame qui a 20 ans. Alors que j'ai une femme émancipée. Émancipée. Qu'est-ce qu'elle fait en troisième à 20 ans? Est-ce que c'est de sa faute ou c'est de la faute du système qui ne s'est pas accompagné? Je ne vais pas aller là-bas, on me connaît très bien par rapport à ça. Je me pose des questions, je ne le comprends pas. Toujours inadéquation du système éducatif et la vie d'aujourd'hui. Mais là, c'est pas d'inadéquation. Donc, quand j'ai commencé, vous l'avez dit, je suis très actif. On ne dira pas agité de l'autre côté. On va avoir un enfant hyper actif, donc je n'arrive pas à rester tranquille. Donc, il faut que quelque chose me préoccupe. Il faut être en mouvement. Il faut être mon frère qui me conduit, c'est un grand patient, c'est qu'il faut que je sois libre. Il faut que je touche à quelque chose, donc voilà ça. Et faire des. J'ai eu le bac D, on appelait ça à l'époque, c'était la dernière qu'on appelle ça là, la dernière édition qu'on avait appelée DG, donc c'est l'équivalent de D aujourd'hui. Je me suis inscrit à l'université en sciences éco. Et bon, j'ai vu les cours. J'ai commencé, j'étais enthousiasmé de faire les sciences économiques parce que mon oncle, celui qui m'appelle mon maman, il a fait la gestion, il travaillait en banque, c'était un modèle à son âme. Donc, arrivé en première année, ça ne marchait pas. Et on a fait l'examen, j'ai 17 en statistique, 15 en analyse économique, quelque chose comme ça. Mais en microéconomie, j'ai 1. En mathématiques, j'ai 1. Comment est-ce qu'un étudiant, quelqu'un qui a 17 en statistique, va avoir 1 en mathématiques? De l'autre côté, au Canada aujourd'hui, les personnes me disent comment est-ce qu'ils travaillent chez Nelly, Madame Nelly, et ils ne travaillent pas chez M. Sani. Et c'est donc M. Sani, moi, qui dois me poser des questions. Est-ce que ce n'est pas à moi, ma manière, donc, de se poser des questions? Donc, on s'est retrouvé en géographie. Donc, finalement, vous avez décidé de laisser la. Oui, parce qu'on m'avait fait 2 ans, ça n'a pas marché, on m'a balayé. Donc, on a été en. J'aime bien le. On m'a balayé, on m'a dégagé. Donc, voilà, bon, c'est pas la fin du monde. Exactement. Donc, moi, j'ai été en géographie, on a commencé, on a terminé.
Là aussi, mais l'autre va aller voir, je crois que j'ai 17 et 18 ans en statistique en troisième année. Et donc, j'ai le concours, bon, on a passé une test en 4 phases pour entrer à Notre-Dame des Impôts. Donc, on ne nous a pas choisi, on n'a personne. J'ai appris ma manière de parler. Okay. J'ai de l'ambition. Et moi, je ne savais pas que j'étais intelligent. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Belgique pour la gestion des transports. On était 2 géographes. On avait les ingénieurs, les statisticiens, les économistes. Et là, on donnait des cours où je dépassais, sur la mathématique, par exemple, gestion opérationnelle, je dépassais certains ingénieurs qui venaient de certains pays. Alors je me suis dit, ok, avance. Quand on finit, si tu retournes au pays, dès que j'ai vu, je vais être praticien, tu ne seras pas compétitif. Alors, je suis resté et je me suis inscrit en licence en gestion informatisée des entreprises. Donc, c'est là où j'ai fait 3 ans, j'ai eu la licence. Après ça, je suis allé, donc je n'ai pas fait ça pour démontrer à quelqu'un, non, mais et j'ai travaillé en même temps en Belgique. J'avais 20 heures, j'avais droit à 20 heures. Je faisais parallèlement. Je me suis retrouvé au Canada en 2007. J'ai fait les cours d'anglais. Et quand je postulais partout, quand ils voient gestion des transports, c'est pour les ingénieurs. Alors que pour être ingénieur, pour travailler comme ingénieur, il faut appartenir à l'ordre des ingénieurs au Canada. Pour appartenir à l'ordre des ingénieurs au Canada, il faut avoir fait. C'était un piège sans fin. J'ai dit non, la vie n'est pas aussi compliquée que ça. Et je voulais retourner aux études. Et je voulais faire gestion des projets. Et j'ai travaillé avec un monsieur, peut-être qu'on va revenir dessus, qui m'a dit, mais Amos, il était en train pourquoi tu m'as fait le MBA? MBA. Et j'ai aussi mon ami, il a dit en aparté. Et j'ai aussi mon ami, le professeur Mathieu Adamé, il dit, si tu vas trouver des études là-bas, il faut faire le MBA. Parce que géographe, j'ai postulé, on m'a admis, j'ai passé le concours de tâche-marge. Avant d'entrer, je l'ai réussi. Okay. Donc c'est là que j'ai fait le MBA à l'Université d'Ottawa, à l'école de gestion Telfer, 2008-2009. On était là quand l'ordre des experts comptables est venu nous faire des présentations pour dire, quand vous finissez le MBA aujourd'hui, MBA en lui maintenant plus, il faut avoir un diplôme technique à côté. Et on a fait un professeur, comme M. Adjaou, on l'appelle, il dit, vous, les gens comme Amos qui viennent d'arriver, à retrouver un emploi correctement dans ce pays, il faut 2-3 ans. Donc le temps, il peut s'inscrire. C'est comme ça que je peux m'inscrire aussi à des autres comptes, de faire l'expertise comptable. C'est comme ça que je me suis inscrit. Et j'ai mon expertise comptable à 42 ans en 2011. Wow. Donc pour moi, je ne l'ai pas eu à ce que je vais démontrer à quelqu'un. Mais voilà, on m'a dit au Bénin que j'étais nul, que je n'étais pas capable. Je l'ai réussi ailleurs. Je l'ai réussi ailleurs. Et je suis expert comptable et vous avez mon CV, directeur de services financiers, et il n'y a rien dans ma gestion. Je le fais, je ne demande à personne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, je ne regarde personne de haut. Personne de haut, et je suis plutôt des gens qui traînent pour dire non, tu en es capable, il a une flamme en toi. Ne cherche à démontrer à personne. Non. Mais réalise ton potentiel. Il va te montrer, non, ne montre à personne. Démontre à toi-même. Et lorsque vous avez ça, vous avez moins de pression. Les gens vont dire, les gens vont dans ce pays, les gens disent, mais comment tu es venu, ça ne marche pas, tu fais. Non. Je suis là aujourd'hui. Donc voilà, et j'enseigne aujourd'hui la comptabilité, les finances au supérieur. Qui suis-je? Monsieur Amos Allé, j'ai quand même une question pour vous. Et à l'époque, est-ce que vous avez des repères, des gens qui vous ont inspiré, qui ont influencé votre parcours? Oui, je le disais, je suis de Baptiste, monsieur de Baptiste, ma maman est sur et mon oncle, père son âme, celui qui m'a fait mon nom, c'est M. Gabriel Sotonji, il est décédé en 2021. Il faisait partie des 3 piliers du bac en 63 ans. Il a été aux États-Unis, il est revenu. Quand il est revenu, il parlait anglais à la radio, il était dans la banque. Quelqu'un, quand on vient là, c'est le frère de sa maman. À l'époque, qui parlait anglais, il n'y avait pas personne, mais quand l'heure d'anglais, à la radio, venait, tout le monde était scotché. C'est quelqu'un que nous connaissons, donc, qui parle anglais. Donc, j'avais un enseignant, M. Abdoulaye Krenka, qui était d'abord, quand il a pas dit, tu dois travailler. Donc il y a cette motivation. Cette motivation, donc oui. Donc, oui, voilà. Donc,
Voilà, donc, c'est au dernier, quand je suis arrivé à l'université, c'était à l'époque, après la conférence, les gens sont revenus, et quand on dit que M. Théophile à son âme, il avait des diplômes à gauche, ça fait, mais comment est-ce qu'on se fait? Donc, je l'ai fait, pas sans savoir qu'aujourd'hui, j'ai assez de diplômes, mais bon. Voilà. J'ai remarqué que vous êtes un véritable touche-à-tout. J'ai remarqué ça. Et mais à quel moment vous avez senti le besoin de créer, de mettre sur papier ce que vous avez, vos convictions et ce que vous pensez, par exemple, de l'avenir du Bénin dans l'éducation, dans, par exemple, l'enseignement et autres? Oui, bon, est-ce que j'ai senti le besoin? Je ne peux pas le dire. Bon, quand même, l'appel, oui, le déclic. oui, bon, non, c'est normal. Je ne savais pas que ce livre allait sortir. Donc, j'étais là un jour, enseignant ici, de l'autre côté, et ma fille Olivia Eniola, et elle avait 5 ans, elle était en dernière année de maternelle. On lui a donné un travail à faire. Et papa Paul, que j'étais arrivé, il dit, papa, laisse-moi faire. Comme ça, je n'oublie jamais le budget. Papa, laisse-moi faire. Madame m'a déjà dit comment je vais le faire. Si j'ai des questions, je vais te poser. Mais comment? Attends, écoute, elle n'a plus 5 ans. Au Bénin, j'ai étudié au Bénin, j'ai travaillé au Bénin. J'ai étudié en Belgique, j'ai travaillé en Belgique. J'ai étudié en Canada, j'ai travaillé. Comment se trouve la différence? Au Bénin, les gens sont à l'université, ils ont besoin de répétiteurs. Une fille de 5 ans qui me dit ça, est-ce que finalement, l'objectif de l'éducation, ce n'est pas de former à l'autonomie et à l'indépendance? Et alors j'ai dit, mais est-ce que je me mettais à faire une comparaison entre le système éducatif, les faits que j'ai connu faire et l'écrit? Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire le livre là. Donc quand j'ai fini de l'écrire, j'avais écrit le premier chapitre. Je l'ai envoyé à un jeune qui était en première année, j'étais à Barthélemy Honoré. Il a lui dit, tonton, j'ai compris. C'est bon. J'ai envoyé le deuxième chapitre à un séminariste, l'abbé Moïse Kokou. Je lui ai dit, c'est bon, j'ai continué. Quand j'ai fini, j'ai envoyé pour lecture au professeur Benoît Awazi. Et il a lu, il dit Amos, il m'a écrit Amos, est-ce que tu m'autorises à préfacer ton livre? J'ai dit, mais elle dit non, c'est pas CCI, mais je vais te recommander chez l'Armatan. Donc, moi j'ai écrit. Donc c'est ça, donc voilà comment c'est arrivé. Donc le déclic, c'est l'enfant, son autonomie. Est-ce qu'aujourd'hui on forme à l'autonomie, à l'indépendance? Il dit, voilà, donc c'est je vais essayer de faire quelque chose. Et je me suis jamais pas trop éloigné du système éducatif, même au Canada. Oui, puisque vous êtes enseignant, et c'est en toute légitimité que vous en parlez, parce que vous avez quand même pu toucher du doigt plusieurs systèmes éducatifs, c'est-à-dire vous avez connu le Bénin, vous avez connu le Canada, vous avez connu également la Belgique. Aujourd'hui, quand vous faites une comparaison de tout cela, avant de continuer, quand vous faites une comparaison de tout cela, qu'est-ce qu'il faut retenir fondamentalement? Non, fondamentalement, c'est de faire ce que l'on veut. C'est de faire ce que l'on veut. Honnêtement, je l'ai dit, quand le premier livre est sorti, on m'avait reçu sur un plateau. Bon, j'ai fait la radio aussi, hein, là-bas. Et Élisée Ganga dit, notre auteur, il dit, qui est auteur? Il dit, mais Amos, quand on écrit un livre, comment on appelle celui-là? Et c'est en direct à la radio. Non. Ouais, donc je fais tout pour pas plaisir. Je fais tout, je touche à tout. Mais je vais me faire. Je vais donner aussi une anecdote. On dit, mon dernier poste, directeur des services administratifs et financiers et au centre franco du Grand Toronto, je suis arrivé de Calgary en 2019. Directeur, donc je fais partie du comité. Quand je suis là, tout le monde sait qu'Amos est au bureau. Et il y a une dame qui m'a regardé un jour. Elle dit, mais je vais poser. Amos, si je pouvais rencontrer ta maman, je lui aurais posé la question savoir quel enfant était Amos. Il m'a dit malheureusement, je ne peux pas la rencontrer. Parce que je peux avoir n'importe quel problème, parce que je rencontre les autres, ça disparaît. Et je veux cela pour motiver. Je ne suis pas hypocrite, je ne fais pas quelqu'un qui fait l'apparence, mais pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, vous et moi? Donc, je suis très, très agité, comme je l'ai dit, très, très hyperactif à mon âge. Vous allez voir, moi aussi, ma manière de parler, ça qui fait que je fais beaucoup de gestes. Je gesticule beaucoup pour pouvoir accompagner
Ça pourrait parler plus expressif. Voilà, aussi, pour être donc, expressif. voilà, c'est... La plupart des invités qu'on reçoit sur ce plateau-là, ils ont une vie associative, pour la plupart, une vie associative quand même très intéressante. On se demande si finalement ce n'est pas le secret de la réussite en griffe. Vous me confiez aussi tout à l'heure que vous aviez une vie associative déjà depuis la Belgique. Pourquoi déjà avoir commencé par militer? Parce que vous n'aviez pas fait ça ici au Bénin, mais quand vous êtes parti, pourquoi déjà avoir commencé par vous intéresser à tout ce qui est vie associative et tout? D'où c'est parti? Oui, Madame Nelly, je crois que j'ai fait ça au Bénin. D'accord. C'est ça la grande différence. C'est comment est-ce que nous valorisons ce que nous faisons, comment est-ce que nous amenons les autres à savoir. Je suis arrivé au Canada, à Colite, les enfants du cœur. Au Canada, pour finir l'école secondaire, il faut avoir 40 heures de bénévolat. C'est ce qu'on appelle les vie associative. Pour les enfants, donc pour les enfants qui viennent de bac là, il y a 40 heures. Si tu n'as pas fait les 40 heures là, tu ne vas pas obtenir ton diplôme d'études secondaires. Donc, les enfants, quand ils font acolyte, ces enfants du cœur, il y a un livret que l'école leur remet et le prêtre, si il a fait, ouais, c'est déjà comment on inculque. Et tout cela est considéré comme oui, parce que on vous amène à redonner à la communauté qui vous a vu naître, ou bien qui vous a accueilli au sein de laquelle vous évoluez. Donc, pour avoir, et je le disais, quand on était déjà tout petit au village, je vous partager et quand vous êtes tout petit au village, là, bon, vous allez au champ, les grands, mais vous les petits, vous êtes là pour apporter de l'eau à boire. Vous êtes là pour allumer et rester allumer pour que la nourriture ne... C'est déjà à ce niveau-là. On a fait CVAD, on a fait CVAD de Madère, voilà, et scout, c'est déjà... Avec le côté, là où c'est validé, ce que je fais là, ça avait de l'importance et ça vous. Sauf que ici, ce n'est pas vraiment. C'est pas, oui. Mais comment est-ce que vous voulez que les enfants, quand ils vont grandir, puissent se redonner à la communauté, lorsque quand ils sont petits, vous ne leur dites pas que la vie associative est importante? Donc voilà ce qui m'a amené. Et je fais partie de l'ordre des experts comptables, mes collègues tu vois ça un peu. Tu as un nombre d'heures de bénévolat à déclarer, sinon tu n'as pas te renouveler ta licence. Donc, pour exercer. Oui, donc vous allez voir dans mon CV que j'ai été trésorier comptable au niveau de l'église. Parce que en tant que comptable, lorsque j'arrive là-bas, c'est un membre du CPA. Donc, ça va mettre à la promotion pour l'ordre des comptables. Donc, on ne paie pas les comptables là-bas. Moi, j'ai été comptable à Saint-Rémy, à Ottawa, comptable à Sainte-Famille, à Calgary, bénévolement. Tout à fait. Et vous savez, vous avez aujourd'hui la possibilité de pouvoir, de façon très objective, faire des comparaisons. Je ne demande pas de porter un jugement précis, mais en fait, vous avez quand même eu la possibilité de toucher du doigt les réalités de là-bas, les réalités d'ici, les réalités de la Belgique aussi. Donc, qu'est-ce qui est le problème ici fondamentalement au Bénin? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que ce sont des pays qui sont, d'une certaine façon, en avance sur le Bénin. Qu'est-ce qui pose problème et quelles solutions peut-on apporter de façon objective, d'après votre expérience à vous dans cette... Ce qui, je l'ai mis dans le premier livre, ce qui n'est pas ici, c'est le patriotisme. Tout ce que vous faites, l'enfant vous dit déjà, tu es Canadien, ce que tu fais, tu dois la faire au Canada. Et donc, tout ça, donc, il faut redonner le patriotisme. C'est juste ça. Et c'est ça qui est absent dans nos curricula, dans les programmes scolaires. C'est le patriotisme. Un point intérêt. Donc, si on arrive aujourd'hui à régler quand même la question du patriotisme au niveau de la jeune génération, parce que ceux qui ont déjà grandi, ce sera un peu compliqué, mais si déjà dans l'éducation, aujourd'hui, on arrive à inclure ces paramètres-là, où on apprend l'enfant à aimer sa patrie, à aimer son pays, vous pensez que les problèmes
elles seront réglées. Dans le futur, parce que si je suis patriote, oui, là, là aussi, je ne veux pas voler l'argent qu'on donne pour aller sur la longue Oui. et il n'a pas un cours, moi, je ne sais pas de mettre un cours sur patriotisme, c'est de nous accepter à travers le cours d'histoire, réécrire notre histoire. Et actuellement, ce gouvernement a mis sur pied une commission pour de réécriture de l'histoire du Bénin. Je suis ça de près pour voir ce qu'il faudra faire. Réécrire, nous redécouvrir qui nous étions. Et je vous dis quelque chose. Quand la guerre qui avait opposé le colonel d'ordre au roi Béancin pendant 4 ans, quelle était l'infanterie qui avait pu se poser du tort au blanc à l'époque c'est l'infanterie des Juifs qui appelée des Amazones. Et moi, dans ma famille, lorsqu'un enfant naît, si vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman, ce sont les tantes de la famille qui le baptisent, qui le donnent le nom. Qui sont venus nous dire qu'une femme ne peut pas être prêtre ou imam. Alors, comment est-ce que ceux-là qui sont venus nous voir, nous sommes en avance déjà sur eux, nous vont nous dire que c'est nous qui ne connaissons pas la valeur de la femme? Non. Mais où est-ce que nous avons perdu cette valeur? Quand moi, le film et La Panthère Noire, Black Panther s'est sorti, mes enfants parlent de ça partout, avec fierté. Vous voyez le livre qui est le deuxième livre, et il y a, oui, ça là, oui, c'est, oui, de l'avenir. Derrière, c'est l'aigle. Dans ma famille, à moi, c'est l'aigle qui est notre oiseau, et il n'y a aucun oiseau qui soit au-dessus de l'aigle. Et les gens chantent ça. Quand j'ai dit ça, les enfants m'ont dit, waouh, nous faisons quelque chose. Oui, c'est juste la manière de raconter l'histoire, la manière de transmettre. Je ne peux pas rester ici pour dire, oui, ils ont leur valeur. Et je suis allé, et on n'a pas besoin d'être chrétien. Vous prenez l'histoire de Jésus-Christ, que ce soit vrai ou faux, parce que ce n'est pas le problème, mais c'est ce qui est derrière. On dit qu'il a abandonné la félicité pour se faire mieux de nous en tout, exception faire du péché. Donc, quand vous allez chez les autres, copions tout ce qu'il y a de bon et nous venons chez vous l'implanter. Lorsque nous venons aussi, on ne sera pas comme une menace. Non. D'accord. Tout cela est très intéressant, mais au-delà de tout ça, avant de conclure, on va parler un peu de votre vie personnelle. Monsieur Samy a beaucoup de casquettes, mais il a aussi une femme, pardon, excusez-moi, et des enfants. Dites-nous, comment est-ce que vous arrivez quand même à concilier, parce que vous disiez tout à l'heure que vous êtes un peu papa cool, comment vous arrivez un peu à concilier vie professionnelle, et quand je parle de vie professionnelle, c'est beaucoup de choses, et vie de famille aujourd'hui? Oui, bon, peut-être qu'ici, peut-être ça serait difficile, mais de l'autre côté, il n'a pas de domestique, il n'a pas de gouvernante, il n'a pas de chauffeur. Mais est-ce que c'est moi qui vais laisser mes enfants à la garderie pour qu'on dise comme papa est toujours chaud là, donc il est toujours en retard? Je suis allé là-bas, je viens de le dire. Comment est-ce que les gens vivent là-bas avec leurs enfants? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Et c'est ça, souvent que j'ai fait, et bon, j'ai fait aujourd'hui, ils sont majeurs, chacun peut vous le dire, sur le même pays. Donc, c'est l'école, on parle du système éducatif. Il y a l'école, il y a les parents, il y a les élèves, il y a les institutions. Chaque partie prenante remplit sa mission. C'est ce qui a fait de vous un papa cool. Oui, comment est-ce que vous voulez qu'à l'école, les enfants n'aient rien à raconter pendant qu'ils sont allés en vacances? Il faut ça, tout ça là. Les enfants font ce qu'on appelle le cadet. Le cadet, c'est un programme de leadership que l'armée donne aux enfants au Canada. Les enfants l'ont fait. Ils étaient officiers de leur niveau avant de finir. Donc, par l'imitation. Par l'imitation. Oui, par l'imitation, par l'observation. Qu'est-ce que les enfants font? Donc, je l'ai fait. Je n'avais pas de vie autre chose à l'époque, mais aujourd'hui, je peux sortir parce qu'ils sont grands. Donc, c'est juste une affaire de volonté et de vision. Et de vision, exactement. Et de votre parcours en général, que peut-on retenir aujourd'hui pour tous ceux-là qui nous suivent et qui, d'une certaine façon, que vous inspirez sans doute? Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de tout ce beau parcours-là?
C'est juste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça va sans dire que vous allez conclure. Oui. Ok. C'est juste l'endurance, la détermination et un objectif. Et de rester soi. De demeurer soi. On n'a pas besoin de se comparer. Moi, j'ai commencé. Je m'attendais à ce que vous me posiez la question. Tu as eu le CFL à 80, tu as eu le bac à 80, ça fait 10 ans, alors que c'est 7 ans. Oui. Mon papa disait quand il avait 12 ans, et il n'avait pas voulu que tu viennes rester avec la maison, que quand je suis resté, qu'en quatrième, tu es allé en vacances, le terme t'ont bouffé. Je me suis retrouvé au Nigeria à 14 ans. J'ai passé une année, je suis revenu 2 ans, je suis revenu commencer, et il avait l'année blanche. Ceux qui m'ont laissé, ils m'ont tué. Ceux qui m'ont même une anecdote, j'ai fait la petite séance avec quelqu'un qui a réussi à aller au Canada, j'ai une expertise en avant lui. Pourquoi je me compare? C'est la providence. C'est la providence, l'endurance et le bon temps. Vous avez la santé, vous pouvez tout avoir. Donc, merci pour l'invitation. Et à la jeune génération, cessons de nous plaindre. Je ne sais pas si on a encore du temps. Et ça va prendre 30 secondes, 1 minute. D'accord. Et j'étais par là. Oui. Et j'ai vu un jeune garçon qui parlait, j'ai fini, c'est pas fini, rien. Et que tu as constaté, tu veux que moi je t'aide. Est-ce que si tu vois une jeune fille, belle que tu veux draguer, tu vas dire que tu n'as rien. Il dit non, nous dis-moi, voici ce qu'on appelle, et d'ailleurs, voir dans ce livre, dans celui-ci, le discours de l'ascenseur. Ah, messieurs, j'ai fait telle étude, j'ai fait ceci parce que ce que je peux faire. Mais en attendant, je fais du bénévolat, je me débrouille. C'est mieux. C'est mieux. Donc, et j'ai demandé à la fille, et si tu allais comme ça, tu vas lui dire non. Donc, alors, soyons positifs. C'est pas facile. Et ça change C'est pas seulement. impossible. Oui, merci Ça beaucoup. change seulement. Je vais conclure tout simplement, Aline, en disant que notre invité sur Parcours Inspirant aujourd'hui, il s'appelle Yao Amos Soli, les Béninois canadiens. Il est gestionnaire, enseignant, expert comptable, membre de l'Ordre des experts comptables du Canada. Il est également enseignant au supérieur au Canada, écrivain et spécialiste des questions de l'éducation. Merci beaucoup, Aline Lassis. Alors, c'est moi qui vous remercie. Je remercie également M. Amos Sani pour d'être passé, d'être passé. C'est un moment intense de plaisir que nous avons vécu sur ce plateau. J'espère que vous aussi, également à la maison, vous avez vécu ce moment spécial avec nous. C'est le moment de saluer un autre Béninois canadien également qui vit au Canada actuellement. Coucou à M. Samuel Afoula, que nous saluons au passage, qui également fait beaucoup et investit beaucoup dans le développement du pays. Alors, c'est déjà fini cette émission. Stop et fin. Tout le monde descend, même les lunettes. On va se retrouver pour un autre numéro de Parcours Inspirant. En attendant, soyez en train d'aimer les programmes de Ibis TV créé pour inspirer. Ciao, ciao.